Ligne droite, la table ronde, Liselotte Dutreuil. Bonjour Lisa Dutreuil, pardon. Bonjour Maude. Alors c'est bon, j'ai mon micro. Bonjour Maude, bonjour à toute l'équipe et bonjour aux auditeurs évidemment. Et puis d'ailleurs, chers auditeurs, vous êtes probablement comme moi lorsque vous entendez le mot Europe, vos poils se hérissent et vos sourcils se froncent. Il serait pourtant intéressant, si ce n'est nécessaire, de rappeler que contrairement à se contenter de nous faire avaler nos dirigeants à coups de dialectique bien maîtrisée, l'Europe, ce n'est pas l'Union européenne. Et c'est bien pour définir donc cette Europe que nous recevons aujourd'hui David Engels, historien et philosophe, professeur d'université et auteur de nombreux ouvrages dont récemment Défendre l'Europe civilisationnelle, petit traité d'espérialisme aux éditions Salvator. Bonjour David Engels et merci beaucoup d'être parmi nous ce matin. Bonjour et merci bien pour l'invitation. Alors je vais commencer de façon peu originale puisque j'imagine que d'autres vous ont posé la question avant moi, David Engels, mais qu'est-ce que l'Europe ? Ça servira de bonne base pour la suite de notre échange. Qu'est-ce que l'Europe? Voilà la question la plus importante. Mon analyse de l'Europe n'est évidemment pas celle de Bruxelles, où justement les sourcils se froncent et les poils s'hérissent, comme vous disiez si joliment. Mais c'est évidemment l'Europe civilisationnelle, comme indiqué dans le titre aussi de l'ouvrage. Donc ce n'est pas l'Europe bruxelloise, la pseudo-communauté des valeurs mondialisantes, globalistes, etc., etc., mais c'est plutôt notre identité commune qui nous unit d'Espagne en Pologne, de Norvège en Italie, qui fait en sorte que pendant des siècles et des siècles, nous avons partagé non seulement la même histoire, mais on a aussi partagé les mêmes combats, les mêmes espoirs, les mêmes défaites, les mêmes erreurs, les mêmes acquis. Et voilà, probablement parce que aussi je suis belge et non pas français ou allemand, pour moi, cette notion d'identité européenne commune qui unit les différents États-nations est très, très, très importante. D'ailleurs, il y a une centaine d'années, l'auteur espagnol Ortega y Gasset disait une phrase que j'estime très, très, très juste. Il avait dit qu'environ 60% de ce que les différents États-nations croient être typiquement pour leur État-nation, en fait, sont plutôt typiquement européens et partagés aussi par les autres nations européennes. Alors justement, qu'est-ce qu'une civilisation ? Et vous parlez de cette identité commune, mais bon, quand on me présente un Italien et un Norvégien, de prime abord, j'ai l'impression que rien ne les lie vraiment. C'est une question de perspective. Si on vous place à côté d'un Allemand, il peut vous paraître très, très, très différent. Si on vous met tous les deux en face d'un Chinois ou d'un Indien, subitement, vous allez découvrir que vous partagez énormément de Mm. choses. Et donc, d'un point de vue civilisationnel, la perspective, elle est tout autre. Alors, la question, évidemment, de ce qui est cette civilisation et comment la définir, eh bien, il y a deux approches. J'ai essayé de les montrer aussi dans mon ouvrage. D'un côté, on a évidemment toute une série de racines communes, que ce soit l'héritage proche-oriental, chrétien, grec, romain, païen, etc. Donc, toutes les différentes strates sur lesquelles notre identité s'est constituée. Mais alors, ensuite, et je crois que c'est le plus important et dont on parle relativement peu, ce qui nous unit en tant qu'Européens, c'est ce que Oswald Spengler et beaucoup d'autres avaient appelé jadis l'élan faustien, c'est-à-dire cette quête presque démesurée de ce qui se trouve derrière l'horizon, cette volonté d'autodépassement assez extrême qu'on ne trouve dans aucune autre civilisation et qui, chez nous, a pu se développer pour le meilleur, quand vous pensez à la quête de transcendance du Moyen Âge avec les magnifiques cathédrales, les grandes sommes théologiques, l'intériorité de l'homme médiéval, etc. Et évidemment aussi en négatif, c'est-à-dire quand on a remplacé la quête de la transcendance par la quête pour l'expansion, la technologie, la masse, la quantité, la matière et tout cela. Et c'est pour ça que j'estime, que j'attends en tant qu'historien aussi comparé des grandes civilisations, que tôt ou tard, dans la prochaine génération finalement, on va aussi vivre en Europe ce que j'ai appelé la synthèse du retour conscient à la tradition. Si vous estimez que la première phase de chaque civilisation, elle est marquée par la tradition et la deuxième plutôt par l'idéalisation de la raison, eh ben, la synthèse, c'est le retour rationnel à la tradition. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve dans chaque civilisation du passé et qui, à mon avis, est quelque chose qui déjà tout doucement se prépare dans notre civilisation à nous.
On va revenir là-dessus et puis sur ce néologisme que vous nous proposez justement en sous-titre, ce mot d'espérialisme. Avant cela, on a bien compris que l'Europe, c'est avant tout une pulsion psychologique. C'est un terme que vous employez vous-même de temps à autre. Est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques qui sont nécessaires à un homme pour être défini comme européen? Par exemple, des caractéristiques biologiques, comme certains l'affirment. Bah, ça dépend évidemment maintenant si nous voulons décrire notre passé ou si donc dans un point de vue purement descriptif, ou si nous voulons mettre maintenant en avant des règles normatives pour le futur. Alors, ce qui est sûr, évidemment, c'est que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, l'Europe a été relativement homogène d'un point de vue de la population, même si là aussi, quand vous remontez à l'âge des pierres, vous avez des groupes les plus divers et qui se sont évidemment combinés, composés, etc., etc. Et j'imagine que c'est à ça que votre question pointe, c'est-à-dire que faire finalement de l'immigration de masse? Que faire de l'intégration de ces dizaines de millions de personnes qu'on trouve désormais, surtout en Europe occidentale? Et que faire pour construire justement une Europe civilisationnelle, identitaire, unie, qui puisse survivre en dépit de la présence de millions de personnes qui, a priori, viennent d'autres espaces civilisationnels. Et c'est pour ça aussi que justement, je tente depuis tout un temps d'ailleurs de mettre en avant que un retour conscient à ce qu'on pourrait appeler un genre de Leitkultur, pour citer un mot allemand, européenne, c'est-à-dire un genre de romanitas européenne, c'est-à-dire la construction volontaire d'un idéal civilisationnel auquel pourraient aussi se conformer des personnes venant d'autres civilisations et qui se trouveraient depuis plusieurs générations dans nos contrées, pourrait permettre justement à la langue de nouveau une certaine cohésion de nos citoyens et éviter ce qui semble relativement proche maintenant, c'est-à-dire l'éclatement ethnoculturel. On revient donc à ce mot d'espérialisme. Est-ce que vous pourriez nous le définir et nous en dire un peu plus, David Engels? Oui, volontiers. Donc l'espérialisme, c'est le pendant identitaire, civilisationnel à l'européisme. Quand on parle aujourd'hui d'européisme, très généralement, on parle un peu du fan club de l'Union européenne, de Bruxelles, de Ursula von der Leyen et de ce genre de choses-là. Hélas, le mot européisme est devenu un synonyme pour, disons, ce genre de vision mondialiste, désincarnée, abstraite, laïciste, très généralisée, humaniste, etc., de notre identité. C'est à ça que j'oppose plutôt le mot hespérialisme qui vient de hesperos, hespérial, c'est-à-dire la désignation de l'Ouest, surtout de l'extrême Ouest dans la terminologie grecque. Et donc le but surtout d'inventer et d'utiliser ce mot-là, c'est de donner un terme pour désigner ce que moi, et je crois beaucoup d'autres, surtout de jeunes Européens, ressentent, c'est-à-dire un genre de véritable patriotisme européen qui compléterait le patriotisme national, donc qui n'est pas opposé au patriotisme national, mais qui l'élargit plutôt à la dimension civilisationnelle. C'est-à-dire, c'est la reconnaissance que désormais, les risques auxquels sont confrontés non seulement les Français, mais aussi les Allemands, les Italiens, les Anglais, les Polonais, les Espagnols, etc., est tellement grand que le retour à une trentaine d'États-nations, dont la plupart n'ont finalement aucune signification sur la scène internationale, que ce retour-là ne suffira pas pour positionner l'Europe et notre civilisation par rapport à la Chine, par rapport à la migration de masse, par rapport aux États-Unis, par rapport à la Russie, et qu'il faut désormais compléter, comme je disais, notre patriotisme national d'une dimension qui serait civilisationnelle. Alors, vous parlez donc de cet espérialisme qui traduit aussi cette volonté d'aller de l'avant, cette sorte de quête irrépressible que les Européens ont au fond de leur tripes et de leur cœur. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, c'est pas de là que vient la chute de l'Europe avec cet universalisme, cet humanisme, ce mondialisme complètement démesuré?
Ah oui, absolument, absolument. C'est justement ça, à la fois le problème, mais aussi ce qu'il faut accepter. C'est-à-dire que le monde que nous vivons aujourd'hui ou que nous expérimentons aujourd'hui est en partie la conséquence aussi de cet élan faustien. Comme je l'ai écrit dans mon livre, les gratte-ciel et les tours des cathédrales, l'universalisme des Nations Unies et l'universalisme du Sacrum Imperium, l'admiration pour l'expert scientifique ou pour l'expert en matière religieuse, le prêtre, etc. Tout ça, hélas, fait partie justement où tout cela est issu d'une même pulsion. Mais, et c'est là-dessus que j'insiste, il ne faut pas refuser notre identité, parce que si nous arrachons de nous cet élan faustien qui nous définit en tant qu'Européens, qui est vraiment le fond de notre identité, qui est ça qui psychologiquement nous distingue tellement fondamentalement des autres civilisations, ben, si nous nous arrachons cela, il ne restera plus grand-chose. Nous allons aller dans la post-histoire. Donc ce qu'il faut plutôt, c'est se rendre compte de ce que j'ai aussi tenté d'expliquer, c'est que justement, cet élan faustien en tant que tel, il est neutre. C'est-à-dire, dans une première phase, il s'est concentré sur la transcendance, donc sur quelque chose qui, de mon point de vue, est éminemment positif. Dans une deuxième phase antithétique, il s'est concentré de plus en plus sur la matière, et donc Dieu est remplacé par l'homme. Et cette évolution-là, ben, aujourd'hui, elle se mène à l'absurde. Aujourd'hui, elle atteint les sommets du wokisme, si on Mm. veut. Mais c'est justement ça le moment où cette antithèse atteint son sommet, où se prépare la synthèse, c'est-à-dire ce que j'appelle le retour conscient, le retour rationnel de nouveau à la tradition, c'est-à-dire à ce moment-là qui pourrait permettre de, de réconcilier, si on veut, à la fois la quête légitime de transcendance et les acquis du monde moderne dont on peut penser ce qu'on veut, mais qui sont là et qui nous ont fait perdre une certaine innocence Mm. qu'on ne va pas récupérer du jour au lendemain. Oui, parce que finalement, ça peut paraître assez paradoxal. Aujourd'hui, on a la tentation de se dire qu'il faut justement se recentrer vers ce que nous sommes, vers nos traditions, vers notre ADN pour survivre. Vous, ce que vous nous expliquez, c'est qu'il faut faire ça, mais en même temps continuer à cultiver cet élan vers l'extérieur et cette quête d'autre chose. Alors, comment fait-on pour trouver le juste milieu? Bah, d'abord, cette quête faustienne, elle est en nous. Elle est, comme je disais, un élément tout à fait neutre. Quand vous regardez dans l'Antiquité classique, là, vous avez plutôt un idéal apollinien, très, très, très corporel. Quand vous regardez dans le monde chinois, vous avez plutôt une certaine quête d'harmonie sociale. Quand vous regardez dans le monde musulman, vous avez plutôt la volonté de soumission à une autorité patriarcale. Quand vous regardez le monde indien, vous avez plutôt cette impression du retour éternel de toute chose, etc. Donc chaque civilisation a tel quel son archétype qui est irrépressible, qui nous définit. C'est-à-dire à partir du moment où cet archétype se fossilise, voire disparaît, est mis en question, ben, cette civilisation meurt. Donc de ce point de vue-là, d'ailleurs, disons que le refus de la quête faustienne est déjà un élément aussi, si on veut, un symptôme de décadence. Une fois de plus, cette quête en tant que telle, elle est neutre. Mm. Nous, ce qu'il nous faut faire, et ce qui arrive d'ailleurs à la fin de chaque civilisation, c'est que justement, de nouveau, de l'extériorisation, de la matérialisation de cet archétype, on reviendra à un genre de synthèse, si on veut, où on se rend compte que l'humanisme, le matérialisme, l'idée que l'homme est la mesure de toute chose, doit mener tôt ou tard à l'abîme et que si nous voulons stabiliser notre société, si nous voulons survivre, si nous voulons créer cette dernière phase civilisationnelle qui correspondrait en gros à l'Empire romain, à l'Empire des Han, à l'Empire des Gupta, l'État de Khosroès, au Ramesside en Égypte, etc., eh bien, il faudra revenir d'un point de vue rationnel, conscient de nouveau à mettre la transcendance au centre de la société. Mm. Quand on vous écoute, on a l'impression que vous parlez déjà de la fin de la civilisation européenne. Est-ce que c'est ce que nous sommes en train de vivre? Est-ce qu'on a encore la possibilité d'inverser le mouvement des choses, David Engels?
Non, je ne crois pas. Je sais bien que, bon, si j'étais homme politique, je dirais évidemment le contraire, mais moi, je n'essaye pas d'avoir des votes ou d'être élu. Donc, forcément, ce n'est pas de moi que vous allez entendre quelque chose du style tout est possible, l'âge d'or se prépare, le futur est ouvert, etc. Non, en tant qu'historien des civilisations, qui travaille depuis des années et des années sur la comparaison des grandes civilisations, je peux dire que dans chaque civilisation, nous avons ce moment final qui a son importance. D'ailleurs, cette synthèse finale qui, comme je disais, correspond en gros à ce qu'on connaît sous le Principat augustéen à Rome. Donc, j'ai écrit tout un livre d'ailleurs là-dessus il y a pas mal d'années qui s'appelait Le Déclin. Ce stade-là, il est nécessaire pour deux raisons et il est éminemment important. D'abord, parce que d'un point de vue rétrospectif, il définit ce qu'on retiendra de l'Europe. C'est pour ainsi dire les derniers mots de l'Europe, mais qui vont définir le sens, si vous voulez, de ce texte qu'est notre civilisation. On ne veut pas laisser ça à d'autres, on ne veut pas laisser ça au wokisme, on veut garder littéralement, pour la bonne cause, le dernier mot, le mot final, pour justement définir ce que l'Europe aura été. Et puis, évidemment, c'est le moment aussi où nous définirons pour les siècles, voire les millénaires à venir, ce qui restera de notre Europe. Donc justement, ce que l'Empire romain a fait pour la civilisation gréco-romaine, c'est-à-dire de canoniser, de systématiser, de faire un choix, d'organiser et de faire en sorte que cet empire ait pu survivre encore en Occident pendant un demi-millénaire, ben, ça c'est la tâche qui se présente à nous. Et donc ce n'est pas une tâche inutile. Au contraire, j'estime que c'est probablement avec la genèse d'une civilisation le moment le plus important parce qu'il définira ce que nous, les grands, à d'autres civilisations et aux millénaires à venir. Donc Mm. cette vision, elle peut paraître, premier point de vue, comme pessimiste, parce que je crois que toute civilisation, tôt ou tard, en effet, fossilise, se pétrifie, mais d'un autre côté, cette tâche que nous avons, elle est, d'un certain point de vue, extrêmement positive et surtout très, très, très importante. Mm. La nature a horreur du vide, David Engels. Alors, que restera-t-il justement après la chute de l'Europe? Il y a des réalités qui sont même terrestres. Il y a un territoire très, très défini. Comment est-ce que ça va s'organiser, tout ça? Est-ce qu'on pourrait imaginer le démarrage d'une nouvelle civilisation qui pourrait d'ailleurs puiser pour beaucoup dans celle qui viendrait de se terminer? Qui sait, et d'ailleurs, juste pour vous corriger sur un détail, notre civilisation européenne, elle ne s'est pas terminée. Il faudra Oui, encore bien un sûr. certain temps. Hein, cette synthèse finale, c'est un moment essentiel qui fait partie de cette civilisation. Justement, la synthèse, c'est d'un point de vue dialectique, même le moment clé de toute évolution. Donc, ce n'est pas post-historique, c'est la fin, mais Mm. elle prend un temps, tout comme justement le début de l'époque impériale à Rome. Mais voilà, bah, tout d'abord, la question, c'est évidemment comment nous organiser d'abord pour maintenir notre civilisation aussi longtemps que possible. Et là, on va très bien, quand on pense à Rome, mais aussi quand on pense à l'Empire Han, par exemple, chez les Chinois, que cet empire, ou en tout cas cet état civilisationnel final, peut très bien durer un demi-millénaire. Donc, c'est une très grande tâche que nous avons d'organiser désormais ce stade-ci de notre civilisation. Et puis, qu'est-ce qui viendra après? Ben, ça, évidemment, c'est très difficile à définir. Est-ce qu'on aura tôt ou tard une nouvelle civilisation qui va naître quelque part sur le continent européen dans quelques siècles? Est-ce que, comme certains l'estiment, est-ce que la Russie ne serait-elle déjà pas une autre civilisation qui partage toute une série de choses d'ailleurs avec la nôtre, tout en ayant un archétype très différent? Donc une autre civilisation peut-être plus jeune que la nôtre, c'est ce que Spengler pensait. Est-ce qu'on aura une civilisation un jour en Afrique, en Amérique latine, etc. Ça, c'est évidemment des questions ouvertes auxquelles je ne saurais répondre, mais en tout cas, cette évolution-là, mis à part le point d'interrogation concernant la Russie, c'est une question importante, mais dont nous ne verrons pas la résolution parce qu'il n'y a pas nécessairement une dynamique logique. C'est-à-dire, quand une civilisation prend fin, vous n'avez pas du tout automatiquement une nouvelle qui naît sur le même territoire. Au contraire, l'histoire nous montrerait plutôt que les zones
clés, les zones centrales d'une civilisation sont rarement celles sur lesquelles une nouvelle va être construite. Hmm. Est-ce que la fin d'une civilisation, ce n'est pas aussi lorsqu'elle cesse d'avoir des héritiers? Et si c'est le cas, justement, est-ce que assurer cet héritage et cette transmission, ça ne permettrait pas au moins de ralentir le point final de notre civilisation européenne? Et donc, essayer justement de former ces héritiers, est-ce que ça ne passe pas par retrouver cette fierté d'être européen? On croise régulièrement justement plein de personnes autres, c'est-à-dire par exemple, je sais pas, moi je peux croiser un Marocain qui se revendiquera fier d'être arabe, je peux croiser quelqu'un d'Amérique du Sud qui revendiquera même encore peut-être son identité amérindienne. Aujourd'hui, on a beaucoup de mal à trouver justement de jeunes Français ou de jeunes Italiens qui revendiquent leur identité européenne. Est-ce que retrouver cela, ça permettrait de ralentir la chute de David Engels? Absolument, absolument. Et d'ailleurs, cette absence d'héritier, elle est typique pour ce sommet, si on veut, de l'antithèse civilisationnelle. Vous avez les mêmes symptômes de crise identitaire, de crise démographique, matérielle aussi, de crise de confiance, de volonté justement de s'identifier avec cette civilisation à la fin de chaque civilisation. Comme je disais dans mon livre Le Déclin, j'ai essayé de montrer systématiquement comment la République romaine tardive vivait finalement, même d'un point de vue identitaire, exactement les mêmes symptômes de crise aujourd'hui. C'est parce qu'il se profile déjà, en effet, à l'horizon, la typologie d'un homme post-historique, de ce que Nietzsche avait appelé le dernier homme. Tout ça se présente déjà maintenant, mais je vois aussi le contraire. Je vois surtout en France actuellement, où je suis quand même de nouveau assez actif depuis quelque temps, de plus en plus de jeunes, que ce soit à l'Institut Iliade, que ce soit à l'Academia Christiana, que ce soit toute une série d'autres institutions, qui déjà représentent cette volonté d'un retour rationnel à la transcendance, c'est-à-dire ce sont très souvent des jeunes qui ne viennent même pas nécessairement d'un milieu euh, traditionnels ou traditionnalistes qui leur léguaient un certain héritage. Ce sont souvent des gens qui ont grandi d'une manière un peu perdue dans ce début de post-histoire matérielle, mondialisée, universaliste, etc., et qui ont justement découvert que c'était absolument négatif et néfaste, que la seule solution, c'était de retourner aux racines et qui font le choix conscient d'opter pour leur patriotisme national, leur patriotisme chrétien, leur patriotisme expérialiste, et de se préparer justement à pouvoir devenir ceux qui porteront un tel revirement expérialiste. Hmm. Est-ce que vous pensez que pour cela, c'est important de conserver des institutions politiques, justement, comme l'Union européenne? Peut-être qu'il faudrait les réinvestir, en changer la forme, mais est-ce que vous pensez que c'est pertinent, alors même que, justement, la civilisation européenne, c'est avant tout un sentiment et puis une flamme, quelque chose d'assez peu concret? Euh, bah, Peu concret, oui et non. Évidemment, on a cet aspect immatériel, psychologique, voire philosophique d'un côté, mais cela essaie évidemment de créer des choses. Ça crée des religions, ça crée des bâtiments, ça crée l'art, ça crée des institutions. Donc, je ne verrais pas une opposition entre une certaine pulsion civilisationnelle d'un côté et la volonté d'y donner un corps politique. D'ailleurs, dès le début du Moyen Âge, dès la naissance proprement dite de la civilisation européenne sous Charlemagne, nous avons cette expression suprême de notre identité civilisationnelle qu'est l'Empire. L'Empire carolingien est, si vous voulez, le pendant à ce que nous devons recréer maintenant, c'est-à-dire un État-civilisation comme les autres grandes civilisations mortes l'ont créé également. La Chine n'a rien d'autre qu'un État-civilisation qui jadis était constitué de dizaines, douzaines d'États-nations. L'Inde de même, le monde musulman avec le califat de même. Donc, en gros, cet État-civilisation, nous ne pouvons y échapper. Au contraire, il est nécessaire pour nous définir, pour nous protéger dans le nouveau monde multipolaire. Et voilà, comment devrait-il être structuré? Bon, j'ai essayé dans ce livre, Défendre l'Europe civilisationnelle, de montrer certains petits éléments.
Alors, pour faire très court, je dirais que le défaut de l'Union européenne actuelle, c'est justement d'être absolument impuissant, impotent vers l'extérieur, de brader les intérêts culturels, stratégiques, militaires, politiques de notre civilisation, tout en étant de plus en plus autoritaire vers l'intérieur. Et nous, ce qu'il nous faut, c'est exactement l'inverse. Il nous faut des structures européennes qui permettraient de nous défendre par rapport aux défis qui seraient des défis communs, surtout en politique extérieure, en migration, défense des frontières, en recherche, en infrastructure, etc., etc., tout en étant aussi libre que possible à l'intérieur. Et pour ça, il y a un très bel exemple dans notre histoire, un exemple qui a défini la majeure partie de l'Europe pendant un millénaire, et c'est évidemment le Sacrum Imperium, le Saint-Empire, fondé finalement par Mm. Charlemagne, et qui, pendant une très grande partie de notre histoire, a justement essayé de montrer, ou a démontré, qu'il était tout à fait possible d'avoir une structure à la fois patriotique et libre, impériale et pourtant relativement peu expansive, chrétienne, patriotique, etc., pour unir toute une série de différents États-nations et de régions et de cités, etc., dans une très grande liberté. Et donc, pour moi, c'est une erreur de concevoir l'État civilisationnel européen selon le schéma rigide, kantien, très allemand, des structures bruxelloises actuelles, alors qu'on a plutôt cet exemple d'un Saint-Empire qui permet une très grande liberté, voire même un certain chaos créatif à l'intérieur, tout en défendant d'un point de vue Mm. assez résolu ses frontières extérieures et en étant précisément supranational, sans, au contraire, sans pour autant vouloir détruire ces éléments identitaires constitutifs. Mm. On a bien compris que dans la chute de notre civilisation, il y a un élément clé, c'est cette perte de la transcendance. Est-ce que vous pensez que justement, pour cette synthèse de notre civilisation, il faudrait retrouver justement cette transcendance? Est-ce que ça pourrait passer, par exemple, par la religion qui devrait reprendre une place plus importante dans nos sociétés, David Engels? Oui, je crois que si nous voulons à nouveau stabiliser notre civilisation aussi d'un point de vue identitaire, si nous voulons recréer de nouveau un certain patriotisme européen, si nous voulons montrer aux gens que ça vaut la peine de se battre pour notre civilisation, de la défendre contre ces menaces extérieures et intérieures, nous devons à nouveau donner aussi un espoir transcendant aux personnes, parce que c'est justement le fait qu'aujourd'hui, le matérialisme humaniste, finalement, ait créé cette impression post-historique chez beaucoup de personnes, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui vaut vraiment la peine de se battre pour, que de toute façon, cette vie, elle a une fin, donc il faut la garder aussi longtemps que possible, qu'il y a pas d'espoir de ce qu'il y a autre part, et que finalement, bah, rester en vie, ne pas se mêler des choses, profiter bien de ce qu'on a de jour en jour, bah, ça, c'est justement devenu un véritable fléau. Si nous voulons combattre ça, et c'est ça l'aspect rationnel, si on veut, il nous faut revenir à la transcendance, c'est-à-dire à de nouveau ancrer notre politique dans la conviction qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, qui est au-delà, qui n'est pas identique au monde, qu'on n'est pas dans un panthéisme ici, mais qui a une existence transcendante, que vous appelez ça Dieu, la Mm. divinité, la transcendance, peu importe. Mais c'est uniquement sur cette base-là que vous pouvez à nouveau emplir la société d'un certain sens commun et de nouveau trouver une raison qui soit tout à fait probante de défendre la civilisation, de défendre les nations, de défendre la famille, de défendre certaines structures sociales, de défendre les identités sexuelles, de défendre la beauté. Tout cela peut être très clairement comment dire, défini sur base de la transcendance. Moi, je dirais même que de nos jours, au fond, il n'y a plus que deux orientations idéologiques. Soit vous êtes matérialiste et donc de gauche,
selon ma définition, ou alors vous êtes transcendantalisme et donc de droite. Parce que tout le programme, si on veut de droite, tout le programme conservateur, si on veut utiliser ce mot un peu renflant, peut être déduit de cette notion de transcendance. Et au fond, entre ces deux postulats, soit rien n'est que matière et au fond, il n'y a rien qui a un sens, ou alors il y a quelque chose de suprême qui a voulu que nous soyons là, auquel nous pouvons participer par notre intellect, par notre âme, qui a créé, peu importe les moyens, mais qui a créé la nature, le droit naturel, la famille, les nations, les civilisations, etc. Ça, c'est évidemment la base ultime de tout véritable conservatisme. Alors c'est pour ça que j'estime que oui, voilà, cette synthèse, elle devra nécessairement passer par la réintégration de l'argument transcendant dans le vocabulaire politique. Sinon, nous sommes perdus et nous n'aurons devant nous que des différents degrés, différentes nuances de matérialisme. David Engels, il nous reste à peine plus d'une minute. Dernière question, je vais finir là-dessus et il faudra faire court malheureusement. Vous nous avez parlé de ce Saint-Empire de Charlemagne. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, il nous faut un empereur ? Est-ce que vous pensez à l'avènement d'un homme providentiel, justement, pour créer cette synthèse de la civilisation européenne ? Alors d'abord, il y a toute une série d'empires qui n'ont pas nécessairement d'empereur, donc c'est une notion qui n'est pas nécessairement liée à ça. En plus, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que justement l'empereur du Saint-Empire, il était élu. Ce n'était pas une monarchie héréditaire, mais une monarchie élective. Donc d'emblée, le Saint-Empire a toujours eu un aspect, disons, républicain, voire, je dirais pas démocratique, mais enfin, vous voyez ce que je voulais dire, qui est inné. Mais oui, je crois en effet, sur base de cette parallélisation aussi avec d'autres civilisations, que nous entrons de fait dans une époque de césarisme de plus en plus et que le combat du futur va être mené entre des grands personnages du style, que sais-je, et vous avez des gens comme Elon Musk par exemple, qui de mon point de vue sont justement les Césars assez typiques de notre époque et qui probablement dans tout ce combat auront beaucoup plus de poids finalement et d'importance que des chefs d'État élus pour quelques années dans des petits États médiocres européens qui finalement n'ont aucune importance sur la scène politique. Donc oui, on ira, tout ce revirement sera marqué par l'avènement de grands individus charismatiques, ça c'est sûr. Je finis là-dessus, David Engels, et malheureusement, j'avais encore 1000 questions. Il faudra vous réinviter, évidemment. Je rappelle que vous êtes historien et philosophe, professeur d'université, auteur de nombreux ouvrages, dont récemment, donc, Défendre l'Europe civilisationnelle, Petit traité d'espérialisme, si vous voulez le remontrer rapidement à l'écran pour nos auditeurs. Vous pourrez le retrouver, chers auditeurs, aux éditions Salvator. On vous invite à vous le procurer. Ce sera bien plus complet que ce qu'on peut en dire en 30 minutes, mais on espère déjà que ça vous aura donné un bel aperçu. Merci beaucoup, David Engels, d'avoir été parmi nous et je vous dis donc à très bientôt.